Disons-nous les choses avec Monsieur Fix Niavo pour cette seconde partie qui s'intitule, lui-même va le dire. Je ne suis pas un militant qui rappe, mais un rappeur qui milite. Nuance. Voilà, nuance. Explique-nous cette nuance. Cette nuance, c'est que moi j'ai trop de respect pour la fonction de militant. J'ai trop de respect pour ce mot, pour me prétendre être un vrai militant. Moi à la base, je suis un mec qui écrivait des trucs. Après c'est devenu un peu intéressant, je suis devenu un mec qui rappait. Après c'est devenu un peu plus intéressant, je me suis considéré comme un MC. Et là, je tends à devenir un artiste. Mais mon rôle, il est juste que moi, j'ai pas oublié les fondements de ce qui m'a fait aimer le hip-hop. Tu vois, c'est-à-dire paix, amour, unité, tout ça, mais surtout de parler des problèmes sociaux et même des problèmes d'ethnie et tout ça. J'ai aucun sujet tabou dans le rap, tu vois. Maintenant, c'est vrai que par rapport à l'époque du rap qui marche actuellement, c'est sûr que si ton rap il est dans le mélange, dans l'échange et dans le concret de ce qui se passe au quotidien, bah, tu vas détonner. Puisque quasiment beaucoup de rappeurs qui sont mis en avant ne racontent pas grand chose dans leurs textes. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on m'a mis dans la catégorie militant. Non, je suis un rappeur qui milite. Je milite. Il y a des choses que je peux mettre en avant où j'ai été, il y a des choses que je ne mets pas en avant. J'ai toujours tu vois, cette espèce de paradoxe, de contradiction entre qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on peut pas montrer. Et voilà. Donc j'ai fait pas mal d'actions militantes depuis ma jeunesse. Mais ces actions-là, je les ai faites parce que j'ai été conscientisé aussi à la maison et conscientisé parce que j'écoutais des rappeurs qui me donnaient envie de me battre. Si j'avais pas eu ce parcours-là, je pense que j'aurais été un rappeur comme un autre. Voilà, c'est tout. Et la majorité des gens du réseau associatif que nous connaissons, auquel nous appartenons, te trouvent légitime. Te trouvent totalement légitime. Et pourquoi toi tu ne te trouverais pas légitime alors que la plupart te trouvent légitime? Parce que déjà ça me fait plaisir parce que ça veut dire que notre travail il est reconnu. Mais c'est vraiment... peut-être que c'est la peur d'être confondu avec certains rappeurs qui se prétendent rappeurs militants. Et après quand tu grattes un peu derrière le papier, tu te rends compte qu'en fait leur militance, c'est une militance de façade. Et je crois que j'ai tellement peur d'être confondu avec ces gens-là que je préfère dire, t'as vu, moi je fais du rap et je milite. Mais je suis pas un militant qui fait du rap. La nuance, elle est hyper importante. La nuance, elle est hyper importante parce que voilà, moi, ce que je le fais avec le cœur. Je ne le fais pas en me demandant combien de followers ça va me ramener. Je ne le fais pas en me demandant est-ce que ça va me ramener des vues. Je le fais. Après, encore une fois, comme je te l'avais déjà dit et tout, par contre, j'assume d'avoir été avec Almami Kanouté et tout ça, dans les premiers à avoir dit, maintenant les gars, il faut aussi qu'on mette nos actions en lumière. Il faut qu'on mette aussi nos actions en lumière. Alors oui, c'est compliqué parce que des fois les gens ils vont dire ouais c'est un manque de pudeur et tout. Non, en fait ça peut créer des vocations tout simplement. Aussi bien qu'un rappeur qui arrête pas de raconter ses mythos avec je suis un dealer, je vends de la coke, je vends de l'héroïne et qu'il y a des petits. Tu vois, quand tu prends les petits là dans la rue, quand ils répètent des chansons, des fois ils savent même pas ce qu'ils sont en train de répéter. Et, des mecs qui te parlent de ouais je bicrave. Bah, peut-être qu'ils sont en train de créer des futurs dealers, tu vois. On sait très bien que c'est les parents qui éduquent les gosses. Mais on sait aussi que ce qu'ils écoutent, les enfants, ça accompagne l'éducation, qu'on le veuille ou non. Il ne faut pas se détourner de ça, il faut être responsable. Tu vois. Donc toi, tu penses que, excuse-moi de te couper, mais tu penses que comme ce qu'on a interviewé Kerry James il n'y a pas si longtemps et Moussa de Bunny Street, carrément Moussa de Bunny Street et Kerry James nous disent clairement que les rappeurs ont carrément ils disent c'est de leur responsabilité, c'est de leur faute. S'il y a plein de comportements déviants dans les quartiers, après, bon, voilà, c'est ça. Pour moi, les rappeurs ont une responsabilité, mais ils n'ont pas la responsabilité. La responsabilité, elle reste politique. C'est les rappeurs, c'est pas les rappeurs qui décident de qui va habiter tel ou tel HLM. C'est pas les rappeurs qui ont créé l'aménagement du territoire. C'est pas les rappeurs qui ont créé la réhabilitation urbaine. C'est pas les rappeurs qui ont créé les ghettos. Les rappeurs, ce sont les produits qui sont nés de ces endroits-là. Tu vois. Après, les rappeurs, quand on était plus jeunes, ils parlaient de ces endroits-là. Du coup, ça a donné l'envie à des jeunes comme moi de m'intéresser à mon environnement. Je pense qu'à un moment donné, les maisons de disques et tout, elles sont rentrées dans le game. Et à partir de là, on a commencé à financer notre vécu quelque part. Et là, il y a des gens qui se sont détournés de ce qu'ils voulaient être à la base et qui sont devenus des personnages. En devenant des personnages, il faut en faire plus que l'autre à côté. Donc toi, tu as vendu 10 tonnes, moi j'en ai vendu 40. Toi, dans ton clip, il y a 15 meufs, moi j'en ai 40 des meufs. Tu vois? Et ça fait une surenchère.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Les médias ils sont arrivés, sont accaparés du truc. Quand ça les arrange, eh ben, ils pointent du doigt et puis voilà, le rap c'est un truc sexiste. Alors que en quoi DSK il serait moins sexiste qu'un rappeur? Tu vois? En quoi toutes ces affaires-là, tous ces gens qu'on condamne mais qui vont jamais en prison ou quoi qu'est-ce, qui font partie de la classe politique, qui ont des comportements plus que déviants avec les femmes dans le milieu politique, en quoi ces gens-là, ils seraient plus honorables que des rappeurs qui au final, pour la plupart, sont des bons pères de famille pour certains et sont juste en train de raconter une vie. Tu sais, c'est une fiction dans un texte, tu vois, souvent c'est des fictions. Donc en fait c'est ça, en fait, c'est là où il faut faire attention à pas toujours... trouver les mêmes accusés ou quoi qu'est-ce, tu vois. Donc voilà. Après c'est clair qu'eux ils parlaient plus du message qui est transmis, parce que c'est vrai qu'il y a eu une époque où le rap n'avait pas ces messages avec tant de surenchères et tant de surenchères et plein d'autres choses encore, tu vois. Ouais, le rap il n'avait pas tant de surenchères ou quoi qu'est-ce, c'est clair. Maintenant, c'est une question d'époque. Voilà, les époques, elles évoluent en bien parfois et parfois en mal. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est dans une époque d'hyperconsommation. Mais encore une fois, c'est la société qui est comme ça. Les rappeurs qui se la racontent, ils racontent ce qu'ils voient en fantasme. Tu vois, ils en rajoutent des caisses ou quoi qu'est-ce. Mais pour moi, un rappeur, il doit être responsable de ce qu'il raconte, mais il n'est pas responsable de la situation qu'il raconte. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'un rappeur, c'est un acteur de la société comme un autre. Un politicien, quelque part, c'est un dirigeant de la société. Voilà. Et même les passages radio des morceaux les plus misogynes et quoi qu'est-ce, c'est voulu politiquement. C'est voulu politiquement. La preuve, quand aujourd'hui, on vient reprocher à certains artistes des textes qu'ils ont écrits il y a 12 ans, ça prouve que ces gens-là ne s'intéressaient même pas à notre musique à l'époque. Et ils s'y intéressent que quand il y a une polémique. Tu fais référence à l'affaire de Medine. Entre autres, tu vois. Ils portent un intérêt à nos textes dès qu'ils les trouvent sulfureux. Mais ce qui doit être exemplaire dans la société plus qu'un homme politique ou qu'un dirigeant, il y a déjà nos parents. Après, un artiste, il est là, il vend du rêve ou pas, il vend sa cam ou pas, il essaie de faire rentrer son argent comme il peut. Moi, personnellement, je ne cautionne pas ce type de rap. Je le cautionne pas. Maintenant, je peux pas le rendre responsable de tous les mal-être des jeunes de nos quartiers. Tu vois, faut être logique à un moment donné. Et en plus, beaucoup des gens qui critiquent ce type de rap seront plus capables de t'expliquer qui sont les derniers rappeurs à la mode que de parler des mecs comme nous qui essayons d'avoir un rap quand même construit avec un schéma de pensée politique, militant et qui essaie pas de laisser nos petits frères dans la merde, tu vois. Donc moi, les gens qui critiquent les rappeurs à la mode, ils me font rire parce que la plupart, essaient plus d'être proches de ces rappeurs-là que d'être proches de mecs comme nous, qui avons décidé de rester dans l'ombre parce qu'on sait que pour nous, ça va être beaucoup plus compliqué de diffuser notre message, mais on lâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire. Tout à l'heure, tu parlais d'Almami Kanouté. Ouais. Et on sait que vous avez participé, vous avez participé à une aventure. Ouais. Voilà. Allo Marianne Bobo, c'est ça? Exactement, documentaire. Voilà, parle-nous-en un petit peu. Allo Marianne Bobo, ça a été tourné, alors encore une fois, ici, dans ce collège. C'est le collège où j'ai été. Et c'est une idée qui nous est arrivée quand il y a eu tout le tourbillon de l'après-Charlie. Mais vraiment les semaines après Charlie. Et en fait, ce qui s'était passé vite fait, en 30 secondes, donc j'avais été invité sur un plateau télé pour parler justement de la responsabilité des artistes et tout, à BFM TV il me semble, et donc j'ai été, et je pense que les présentateurs et tout, ils s'attendaient à ce que je condamne fermement les enfants. Sauf que moi j'ai condamné la société dans laquelle on fait grandir ces enfants. Donc les mecs ont été surpris, ça a eu pas mal d'écho et tout. Il y a pas mal de journalistes qui m'ont dit on a vu votre passage à la télé tout à l'heure, on a vraiment apprécié, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble et tout. Et donc moi j'ai refusé beaucoup de choses. Et il y a Le Point qui m'a appelé, eux je leur ai dit direct, vous c'est même pas la peine, parce que voilà, le traitement que vous avez sur les bavures, les crimes policiers ou l'islamophobie et tout ça, moi c'est même pas la peine et tout. Mais je reconnaissais, comme je fouille beaucoup sur le net, que Le Point, la version internet, je la trouvais déjà un peu plus intéressante. Et là il se trouve que c'est une journaliste du magazine Le Point, mais version internet. Donc on a échangé et il se trouvait que c'était une jeune qui était issue des quartiers et tout ça, donc forcément j'ai dit vas-y. Il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, tu viens, il y aura la semaine contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà, c'est en mars, un truc comme ça. Et donc elle est venue, je lui ai dit,
on va filmer des jeunes, parce que moi tous les ans je reviens dans les collèges ou dans les lycées dits difficiles, et puis on intervient et on fait part de notre expérience, on parle aux jeunes, voilà, on parle d'orientation, on parle de pas mal de choses qui pourront leur arriver dans le futur. Je parle aussi de mon parcours, parce que moi j'ai eu un parcours chaotique à l'école, mais qui au final s'est plutôt bien passé, tu vois. Et donc on échange comme ça, sauf que cette année-là, c'est tombé sur des 6e. Et donc moi là-bas, j'étais pas très chaud pour qu'on filme, parce que c'est des 6e, ils sont tout gamins, et je voulais pas qu'on pense qu'on ait manipulé les enfants ou quoi qu'est-ce. D'habitude c'est des 3e, ou alors c'est au lycée. Et finalement, Michel Véchamp, qui est la prof avec qui on a toujours travaillé comme ça depuis une quinzaine d'années, elle m'a dit non, écoute, on a l'autorisation des parents, vous pourrez filmer. Et moi, je te promets la vérité, avec Almami et Farid, on se disait, bon, c'est des enfants de 12 ans, 11 ans, 10 ans, voilà quoi, on va essayer d'être léger sur les thématiques, et puis voilà. Et au final, les gamins, ils étaient demandeurs. On était vraiment quelques semaines après les attentats tragiques de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo. Et là, en fait, les enfants, on a juste appuyé sur on, et ils ont parlé avec le cœur. Les gamins, ils ont parlé. Et ce qui était marrant, c'est que moi, le jour où j'ai dit, ouais, on va faire cette émission, c'est quand j'ai vu la polémique qui entourait le petit qui s'appelait Ahmed, qui avait 8 ans, et qui avait dit, je ne suis pas Charlie, je sais plus quoi. Et à partir de là, Belkacem, Najed Vallaud-Belkacem, elle était rentrée, oui, c'est pas normal, machin, la République, la tati, tatata. Et en fait, nous, on a fait le truc en se disant, mais en fait, vous leur avez parlé à ces gamins? Est-ce que vous leur avez posé la question de leur ressenti sur tout ce qui se passe, de tous ces événements violents qu'ils encaissent à la télé? En plus, eux, ils sont d'une génération où il y a 15 chaînes d'infos. Donc tu mets n'importe quelle chaîne, au pire, tu as les informations en boucle, au mieux, tu as une petite bannière en dessous. Donc les gamins, voilà, ça pourrissait leur quotidien à ce moment-là. Surtout que beaucoup qui étaient ciblés, c'était les enfants musulmans. Et donc on a laissé filmer. Et là, après, la suite... c'est Dieu qui décide, hein, tu vois, donc ça s'est très très bien passé. Ça a eu un retentissement au-delà de nos espérances, parce que encore une fois, nous on n'a pas voulu filmer avec nos propres moyens, donc on a récupéré les rushs de la journaliste du point.fr. Et avec les rushs, elle avait fait une première version qui est passée sur le site. Les enfants, ils se sont sentis trahis un peu. Tu vois, ils n'avaient pas aimé, ils avaient dit, voilà, vous êtes comme tous les adultes, vous nous avez dit qu'on pouvait s'exprimer et tout, et au final, on a regardé la vidéo, et au montage, il n'y a pas tout ce qu'on a dit. Et nous, on a dit aux enfants, non, mais là, c'était lepoint.fr. Nous, on va arriver avec Allô Marianne Bobo. Ah ouais, c'est quoi? Ben, c'est tout ce que vous avez dit qui était intéressant. Ah ok, bon, on attend. Les gamins nous attendaient. Ils ont vu le documentaire, les parents nous ont appelés. Moi, j'avais peur, je me suis dit, peut-être que les parents vont dire, ouais, comment t'as pu laisser mon enfant dire ça et tout. Et en fait, les parents, ils ont dit, merci. Parce qu'en fait, ces gamins, leurs parents, la plupart, ils sont de ma génération, tu vois. Donc, on a connu les mêmes problématiques. Et le truc, il a été super loin. J'ai de la famille en Afrique et tout. Les gens m'ont appelé. M'ont dit, mais la justesse du doc, c'est ouf. J'ai notamment une de mes sœurs qui me dit, mais grand frère, comment ça se fait qu'il y a 25 ans, on était dans le même bahut, on pensait pareil? Alors qu'aujourd'hui, le bahut, il est super beau gosse et tout. Ça a été détruit. Nous, à l'époque, on était 1200 ou je sais plus, 1250 élèves. Aujourd'hui, il y a quasiment la moitié de... Voilà, c'était une super ZEP et tout à l'époque. Et ben, je dis, voilà, c'est ça le problème quand on investit plus sur le bâti que sur l'humain. Voilà. Donc le bâti, il est beau, c'est devenu super beau, c'est mignon, il y a des belles salles de classe, il y a un confort pour travailler et tout ça. Mais la réalité, c'est que humainement, les gamins, ils en sont à la même réflexion que nous au début des années 90. Comme tu le sais, en 2012, avec Kizo, par le biais d'Almami, on a rencontré un peu le réseau associatif parisien, on va dire, auquel toi-même t'appartenais déjà. Oui, parce qu'on nous on s'est connus par le biais du rap, avec du 109.1, avec Ultimatum à l'époque, Effervescent, avec Audio, VR, tous les bails. Et avec Kizo, voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un milieu associatif qui était très actif déjà depuis... avant même que nous le connaissions en 2012, tu vois. Et parle-nous un petit peu de ce réseau associatif auquel tu fais partie, auquel nous faisons partie, et dis-nous un petit peu les éléments qui le composent et la mentalité un peu de ce réseau, quoi. Bah alors moi déjà, pour commencer, moi depuis enfant, je m'intéresse à tout ce qui est lié au quartier populaire. Et déjà par rapport à notre vécu. Et aussi parce qu'un jour, on a eu une altercation avec la police, on en a eu plusieurs. Et un jour, je me suis rendu compte que, mais en fait, je suis pas un voyou, moi. Et pourquoi on me traite tout le temps comme un voyou? Parce qu'en fait, continue à me faire péter un câble, et un jour, je vais devenir un voyou. Mais je vais être pire que les autres, en fait. Parce que les autres, ils ont l'impression qu'ils méritent ce sort-là. Ouais, vas-y, t'as vu, on a grandi en cité, c'est normal, les keufs, c'est leur rôle, ils nous tabassent, vas-y, nique sa race. Moi, j'étais pas ça. Moi, c'est, mec, d'abord, pourquoi tu me tutoies?
C'est pourquoi tu me prends par la main, pourquoi tu vois, j'étais dans plein de réflexions, dans plein de trucs comme ça. Et en fait, un jour, il s'est passé un truc assez grave, assez chaud, que mon frère et deux amis à nous, à Châtelet-Léal et tout, et c'était assez grave. Il y a eu plein de témoins, mais tous les témoins ils se sont fait gazer, les keufs n'ont pas voulu prendre les plaintes et tout. Et là, j'avais 19-20 ans, et là j'ai dit, voilà, là j'ai 19-20 ans, je vais passer un cap dans ma vie. Il y a deux solutions. Ou, ce qui vient de se passer, je fais comme si ça ne s'est pas passé, comme je l'ai fait 200 fois, et je vis avec toute ma vie, mais du coup ça va développer une haine en moi, ou je trouve des éléments de réponse. Et il s'est trouvé qu'à l'époque, on m'a conseillé d'aller voir le MIB. Donc le MIB, Mouvement des émigrés de banlieue, il y a une vraie histoire des quartiers populaires. On peut dire que c'est le mouvement fondateur même de ce réseau. Voilà, c'est un mouvement dont nous parlons. Voilà, donc eux sont arrivés un peu après Convergence 84, qui eux-mêmes sont arrivés un peu après la marche pour l'égalité de 83 et tout ça. Il faut que les jeunes connaissent l'histoire des quartiers. Il faut que les jeunes connaissent l'histoire des relations qu'il y a eu avec la France. Voilà, il s'est passé quelque chose qui s'appelait l'esclavage, puis de l'esclavage on est passé à la colonisation, et la colonisation il y a eu ce qu'on appelle la décolonisation. Et la décolonisation, ça a donné le néocolonialisme en fait quelque part. Donc on reste dans vos pays, peut-être que nous on s'en va, mais nos entreprises restent là-bas, on vous gère vos intérêts, enfin bref, tout ça machin. Et en fait, il y a plein de choses qui sont liées dans le traitement de la migration après. Parce que forcément, si nos parents ils viennent pour faire de la main-d'œuvre ou quoi qu'est-ce, ils ne peuvent pas être clairement traités comme des immigrés de premier choix. Là, ils sont vus un peu comme des gens, machin et tout ça. Et toute cette population-là, on les a parqués dans les quartiers populaires. Et ces quartiers populaires, on croit que l'histoire elle commence avec le rap, en 84, avec HIP, HOP et tout ça. Ces quartiers populaires, ils ont une histoire. Ils ont une histoire. Et il se trouve que moi, j'ai eu la chance très jeune de côtoyer des gens que j'estimais être des modèles. Il y a les Samir, Nordine, Nadia, Christelle, tous ces gens-là voilà, qui m'ont aidé. Et donc suite à cette grosse bavure qu'on a vécue en 90, ouais, c'était vers 2000 et quelques, j'avais 20 ans et quelques, suite à ça, j'ai rencontré Samir et tout, et qui m'ont donné des éléments et des outils politiques pour me défendre, et juridiques. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là déjà, il y a une part de violence qui a muté. Une part de violence que je voulais physique qui a muté en quelque chose de plus cérébral, qui m'a poussé à lire, qui m'a poussé à m'intéresser aux droits, qui m'a poussé à m'intéresser à mes droits, à nos droits en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc à partir de là, Samir, machin, eux ils avaient déjà un réseau et ils nous ont accueillis bras ouverts, PKR, moi, mon frère Bobby, tout ça. Et après, bon, on était jeunes, puis Ultimatum, comme on avait un peu de buzz, machin et tout ça, donc je pense que je me suis un peu détourné de cette question qui était très politique et sociale. Et j'en suis revenu quand on a vraiment refait Fix et PKR en 2004, 2003-2004. Là, je me suis remis dans « Hey gros, je vais te présenter les mecs, tu te rappelles Samir, ouais, tu te rappelles Nordine de Nanterre, Samir d'Amary-Lélis, Bouge qui bouge, tout ça, ça. » Et là, on s'est remis avec les frères. Et comme eux, ils ont été patients avec nous et qu'ils nous ont jamais jugés, bah, la connexion s'est faite comme ça. Et c'est comme ça qu'ensuite, après, des années plus tard, on s'est présenté aux élections ici. Et Almami, que je connaissais déjà de l'époque du rap aussi, tu vois, le hip-hop, ça a connecté des gens. Hein. Et donc Almami, je l'ai connu par le rap quand j'avais 18-19 ans, machin, tout ça, tout ça. Et il m'a dit, ah, ben nous, on fait un truc à Fresnes. Et moi, je dis, ben nous, on fait un truc aux Ulysses. Et Dawari, qui est un grand frère pour nous dans le secteur, en tout cas, Massy, les Ulysses, Baconnet, tout ça. Dawari, il a dit, ben nous, on fait un truc à Massy, machin. Et là, on a fait Émergence. Tu vois? Et donc, émergence, les élections en 2010, tout ça, tout ça. Et puis, ça a fait, je pense que chacun a géré son réseau. Certains sont entrés dans des trucs beaucoup plus politiciennes avec des partis traditionnels. Et nous, on a voulu rester en indépendant et tout. Il y a des gens à qui j'en veux pas parce que je sais que humainement, leur valeur, elle est tellement forte que moi, je pense qu'ils se sont trompés en rentrant dans un parti traditionnel. Mais je trouve ça intéressant quand même, vu le travail qu'ils arrivent à faire. Maintenant, moi, j'aurais pas fait pareil. Et puis, il y en a d'autres que, bon, clairement, qui étaient des opportunistes, mais bon, on va pas en parler. Et voilà, puis il y a nous, qui sommes restés dans l'indépendance, mais qui avons maintenu cette espèce de réseau. Avec les Almami et tout, et dont vous faites partie depuis 2012, comme tu dis. Ouais, avec Iso, du No Joke Training. Voilà, et c'est super humble aussi, ce que tu viens de dire, parce que c'est pas tout le monde qui reconnaît... ah ouais, je suis arrivé quand je vous ai vu, ou ça m'a donné confiance le fait d'eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le problème des gens comme PKR, Samir, même Kizo, je lui dis et tout, c'est que des fois, notre humilité a fait qu'on se fait dépasser par des gens
qui ressemblent à nous, qui sentent notre odeur et tout, mais qui au final ont d'autres convictions et qui nous font du tort sur le long terme. Parce que les gens ils se disent mais ouais mais je l'ai vu avec Fix, donc c'est un vrai. Ouais mais je l'avais vu avec Almami, donc c'est un vrai. Et en fait c'est des gens qui marchent que pour eux, tu vois. Nous on est dans un truc collectif. Comme il dit Samir, on va s'en sortir que par le collectif. Et le sourire des gens c'est notre salaire, tu vois. Mais bon quand tu fais ça et qu'à côté de ça tu fais du son, t'es vu comme un rappeur utopiste. Alors que non, moi mon rap, il reste brut et hardcore. Brut et hardcore. Parce qu'aujourd'hui ce réseau auquel, comment dire, ce réseau que vous avez mis en œuvre, que vous avez créé, voilà, aujourd'hui maintenant il y a pas mal de têtes de réseau, tu vois, en plus de vous, c'est-à-dire qu'il y a Epsilon, il y a Bibliothèse, il y a Laurie avec Reed, voilà, et j'en oublie encore plein, tu vois. Philocité à Corbeil, aujourd'hui maintenant, voilà, ça a rattaché plein de gens qui viennent de plein de villes différentes. Je pense que déjà ça c'est une des premières forces qu'on a pu faire, c'est qu'on a cassé ce truc qu'on nous a imposé et qu'on s'est imposé à nous-mêmes dans nos têtes, qui était ce que j'appelle le départementalisme. Bon, j'en suis un des premiers, hein, je suis hyper chauvin avec le 9-1, donc mea culpa. Mais bon, aujourd'hui, c'est de bonne guerre, tu vois. On dit ça en rigolant, on est fiers de nos artistes, on est fiers de nos sportifs, on est fiers de nos réussites et tout. Mais maintenant, c'est marrant. Il y a une vingtaine d'années, les gens étaient prêts à aller jusqu'au bout, tu vois. On se connaît, tu vois. Les gens étaient prêts à aller jusqu'au bout pour leur 9-1 ou pour leur 9-3 ou pour leur cité et tout. Et ça, déjà, je pense qu'en ça, le réseau là qu'on a réussi à créer tous ensemble, c'est une réussite. C'est une réussite aujourd'hui et il s'étend toute la France et il va même au-delà de la France. Et ça c'est une réussite. Parce qu'aujourd'hui tu peux aller au Canada et je te passe 2 coups de téléphone, tu sais où tu vas dormir et tu sais qui tu pourras rencontrer. Tu vas aller en Afrique et ça va être la même chose, tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est une force. J'oubliais même Global Star aussi. Ah ouais, non, voilà, le réseau il est immense. Le réseau il est immense. Donc ça fait plaisir. Et c'est bien que les gens aussi, des fois, ils s'inspirent de ces petites histoires, tu vois. C'est des petites histoires d'êtres humains qui, chacun dans leur coin, se sont dit, c'est pas possible que je reste moi-même dans mon coin. Et tous ces gens-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui militaient déjà à leur manière, mais qui ne savaient pas que ce qu'ils faisaient, c'était du militantisme. Eux, pour eux, c'était du quotidien. Mais nous, il faut qu'on mette des mots aussi sur les choses. C'était du militantisme. Donc voilà, ça a développé des connexions de ouf. Et c'est tous ensemble qu'on est inarrêtables, en fait. Et depuis peu, tu t'es mis en retrait de ce réseau. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces raisons? Raison familiale. Il m'est arrivé, grâce à Dieu, des choses très positives dans ma vie privée. Et il fallait que je me recentre sur moi-même et surtout sur la famille, sur ma petite famille. Donc c'est surtout ça. C'est surtout ça qui m'a éloigné un peu du réseau. Et aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens quand même qui soutiennent aussi ma musique. Et il y a beaucoup de militants, justement, qui me disent mais on a aussi besoin de tes textes, mec. On a aussi besoin de morceaux comme Racine. Donc c'est le rap t'a rattrapé, quoi. Le rap m'a rattrapé, le rap c'est une drogue, frère. Le militantisme, c'est mon oxygène, je pense, mais le rap c'est ma drogue, tu vois. Je peux me passer de rap, mais ça va être dur. Le militantisme, je peux pas m'en passer parce que le premier des militants, c'est d'être un bon père de famille, je pense. D'essayer d'être un bon mari, c'est d'essayer d'être un bon fils. Le premier acte militant, je pense qu'il est déjà là, tu vois. Donc